7h sur la 95.2, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Désigné ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine, Omar Pène a reçu hier les étudiants de l'UCAD. Les moniteurs des écoles coraniques menacent de lâcher les talibés dans les rues. L'hivernage se profile à l'horizon et l'inquiétude s'installe déjà dans la banlieue dakaroise. La page internationale de Bastien et la page sport d'Isidore Kabo boucleront cette grande édition présentée par Suzanne Marissek et mise en onde par Zakaria Ndiaye. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. RSP FM. RSP FM. L'information. Parlons éducation. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Parlons éducation. Omar Pène, récemment désigné ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine, a reçu hier les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'agit de la première rencontre entre les deux parties pour essayer de trouver des solutions face à la crise universitaire. Je vous propose d'écouter Omar Pène. Aujourd'hui, nous sommes là pour enfin trouver des solutions aux problèmes auxquels les étudiants, l'université en général, les universités sont confrontées. Je me dis que nous sommes des partenaires. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes. Parce que quand le président m'a nommé ambassadeur de bonne volonté, je me suis dit, ben voilà, je l'ai toujours été. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a officialisé. Mais moi, je me suis toujours considéré comme votre porte-voix. Je me suis engagé à vos côtés. Maintenant, la question qui est liée à la justice, je crois que, comme il l'a dit, la justice s'est saisie de l'affaire Fallou. Donc, mais laissons pour le moment la justice faire son travail. Donc, je crois que ce n'est pas une chose facile. Mais disons simplement qu'on est là et on veille à ce que, n'est-ce pas, que justice soit faite, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, vos revendications soient vraiment satisfaites. Nous sommes là pour veiller à ce que toutes les mesures qui ont été prises soient respectées, n'est-ce pas? Et là, je suis sûr et certain qu'au sortir de cette rencontre-là avec vous, je ferai tout pour rencontrer encore une fois le président de la République et je vais lui rapporter sur tout ce qui a été dit ici. Donc pour qu'on puisse quand même, pour qu'on puisse trouver une solution qui va nous permettre, n'est-ce pas, que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions. L'appel que je vais lancer à nos camarades de Saint-Louis, c'est de leur demander d'une façon très humble de reprendre les cours. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir un esprit de dépassement. Ils le feront pour le pays, mais ils le feront pour eux-mêmes. Ma chanson, mon slogan, c'est « Étudiant la Andal, étudiant la Yakar ». Encore une fois. Menacés de renvoi par la Fédération des établissements privés de l'enseignement supérieur, les étudiants du privé se sont fait entendre ce mercredi 6 juin en sit-in devant le ministère de l'enseignement supérieur. Ils exigent que l'État solde leurs frais de scolarité. La coordination des étudiants des établissements privés dénonce également l'attitude des instituts consistant à organiser des examens dans le but de se faire rembourser coûte que coûte. Actuellement, certains d'entre eux sont reçus par le secrétaire général et le directeur de l'enseignement supérieur. Parlons autre chose, mouvement d'humeur à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Hier, mercredi, avec les brassards rouges, le personnel de l'ANSD dénonce les difficiles conditions dans lesquelles il se trouve. Fodé Diémé, porte-parole du jour, que nous écoutons. Le personnel de l'ANSD est sorti massivement pour manifester sa colère pour principalement deux raisons, dont le premier est le manque de considération de l'ANSD par son ministre de tutelle, le ministre de l'économie, des finances et du plan, et le second est la mauvaise gestion interne des ressources
de l'ANSD. Donc, concernant le premier point, nous ne comprenons pas le traitement réservé à l'ANSD, sachant que nos publications servent au cadrage macroéconomique, sachant que nos données servent ou permettent à l'établissement du budget de l'État et surtout des recettes, sachant que l'ANSD a piloté de bout en bout le projet d'adhésion du Sénégal à la norme spéciale de diffusion des données qui a aujourd'hui permis au Sénégal de lever près de 1200 milliards d'eurobonds et qui aujourd'hui permettent la continuation des programmes de l'État. L'ANSD vit aujourd'hui, depuis près de 9 mois, une situation financière difficile. La production statistique est en train de voler en éclats. Les salaires des agents, et ce depuis 6 mois, sont payés en retard. Et entre le premier agent qui le reçoit et le dernier, il peut se passer 3 semaines. À ce jour, les salaires du mois de ce mois ne sont toujours pas payés. Et s'ils venaient d'être virés, une bonne partie du personnel de l'ANSD le recevra après la Korité. L'ANSD vit une situation difficile. Nous rappelons à l'État que le pari dans l'adhésion à la NSDD, à la norme de diffusion spéciale des données, ne réside pas dans l'adhésion, mais plutôt dans le respect des délais. Et tout manquement à ce respect des délais induirait le pays dans une situation intenable. Le pays perdrait sa crédibilité sur l'ensemble des marchés financiers. Sur le deuxième plan, aujourd'hui, l'ensemble du personnel de l'ANSD est unanime que l'ANSD traverse des moments difficiles qui sont en partie liés à la mauvaise gestion des ressources matérielles et financières de l'ANSD. Sinon, comment comprendre qu'au moment où l'ANSD traverse des problèmes de trésorerie, que la direction générale ou même la direction des ressources humaines se précipite de lancer un marché inopportun d'achat de 11 véhicules de luxe? Sit-in du personnel de l'Institut Pasteur, leurs employés menacent de réduire le personnel mais aussi de procéder à des réaménagements sur les salaires. Ce pour des raisons financières. Ils ont démarré ainsi un plan d'activité. Écoutons Khadim Dramé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Institut Pasteur pour plus de détails. À l'issue d'une assemblée générale qu'on a tenue hier, l'Assemblée a décidé de faire un sitting pour marquer son désaccord par rapport au fait que la direction, pour réserver, disent-ils, un gap financier, veulent toucher aux avantages du personnel en termes de salaire et primes, et aussi réduire aussi une partie du personnel. C'est une des solutions qu'ils préconisent. Et face à cette situation, le personnel peut marquer clairement son désaccord et à travers un sitting, c'est juste un premier pas, un acte qu'on veut poser, un acte fort à l'endroit des membres du conseil de fondation, aussi à l'endroit de notre direction, parce que le personnel n'est pas du tout prêt à accepter ces mesures. Que les solutions pouvaient être trouvées ailleurs. Non, il y a des droits, il ne faut pas inéliables, il y a des droits inéliables, ça ne passe pas ces droits-là. Il parle surtout des salaires. On n'a pas aujourd'hui un chiffre ou bien des trucs qui disent que parmi les solutions qu'ils veulent proposer au conseil de fondation, il y aura sûrement un effort à faire du point de vue de la masse salariale. Les travailleurs du BTP très remontés contre le gouvernement. L'État doit 75 millions de francs CFA aux 3 plus grandes entreprises du secteur. Ces révélations sont du syndicat national des travailleurs de la construction, du bâtiment et du bois. Diarra Fondao est le secrétaire général. La première chose, ça peut être un déficit de programmation des lignes budgétaires pour liquider ces dépenses à caractère interne, ou bien deuxième chose, ça peut traduire également un manque de liquidité pour l'État du Sénégal. Mais tout compte fait, le détenteur du trésor public, le ministre de l'économie et des finances, est le seul à pouvoir nous dire si cela traduit en réalité une tension de trésorerie pour l'économie du Sénégal. Ça peut être comme ça peut être également un défaut de programmation. Alors les causes, si c'est un défaut de programmation de dépenses publiques, je crois que la cause est grave. C'est dû à des dysfonctionnements de notre administration. Alors ça, c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal parce que nous avons une tradition de respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires internes. Si c'est un manque de trésorerie, ça également c'est grave. Ça veut dire que les dépenses de l'État augmentent plus vite que le recouvrement de l'impôt. Donc, ce serait extrêmement grave pour l'État du Sénégal d'arriver à une situation où il ne peut plus honorer ses engagements internes parce que n'ayant plus de liquidité pour liquider ses positions au niveau national. Quelle est la conduite à tenir face à une telle situation? Alors, la conduite à tenir, elle est simple. Dans ces cas-là, je crois que l'État doit
l'État doit convoquer les partenaires en fait internes et discuter avec eux pour mettre en place un rééchelonnement du paiement de la dette. Je crois que dans toutes les situations, si on arrive à des situations de non-paiement, les acteurs doivent se rencontrer et redéfinir le cadre dans lequel les dépenses doivent s'exécuter. Je crois que c'est la seule solution à mes yeux qui pourra s'opérer dans cette situation. 3 jours de port de brassard rouge à partir d'hier. Les travailleurs de la Croix-Rouge revendiquent des cotisations à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Ceci n'exclut pas d'autres actions plutôt pour obtenir gain de cause. Écoutons à ce propos Seydou Badji. De quoi il s'agit? Il s'agit d'abord des questions très importantes qui sont liées à la cotisation sociale. On peut dire en première partie, il y a l'IPRES qui n'est pas versée depuis 2012 à nos jours, la Caisse de sécurité sociale avec 6 trimestres non versés. Il y a aussi la question de 26 travailleurs bénéficiant de CDI qui ne sont pas déclarés à l'IPRES depuis lors. Mais aussi qu'on peut ajouter la question des retraités qui sont allés à la retraite depuis 2012. On a des problèmes pour qu'ils puissent avoir leur dû de manière très claire. Bon, l'avancement aussi est bloqué depuis 2012. Alors, la prise en charge, quel est le problème? Il y a des travailleurs qui sont malades et qui même sont cloués chez eux et n'ont pas bénéficié encore de cette prise en charge. C'est par la suite qu'on a essayé d'en donner un compte-gouttes. Si aujourd'hui nous sommes levés pour riposter sur cette question, c'est parce qu'entre-temps, les camarades ont souffert sur le lit. On les attend. S'ils ne répondent pas, nous allons réagir. Parce que nous ne pouvons pas ne pas rester sans réaction. Donc, j'ai reçu mandat d'agir. Et je félicite au pas les camarades sur l'ensemble des structures. C'est le port de brassard rouge dans tous les centres qui sont occupés par la Croix-Rouge. De Pikine à Anne-Plage, de Anne-Plage à Liberté 5, de Liberté 5 au point E et à Roosevelt même. La journée d'aujourd'hui, d'abord, c'est une journée de 3 jours, journée d'action qui commence aujourd'hui mercredi et qui va finir le vendredi. Les moniteurs des écoles coraniques menacent de lâcher les talibés dans la rue. Ils réclament 1,6 milliard de francs CFA, soit 8 mois d'arriérés de salaire. Les citoyens interpellés sur la question estiment qu'ils sont dans leurs droits. Cependant, le travail de ces moniteurs est remis en question. Un reportage signé Dominique Bénédicte Sagna. Après la grève des enseignants, c'est au tour des moniteurs des Daara de se faire entendre. Sachez à la main, cet homme remet en question le travail. C'est bien de réclamer leur indemnité de paiement. Mais aussi eux, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils travaillent dans ce pays-là. Ils sont là à laisser les gosses qui traînent partout de gauche à droite. On les voit n'importe, on est en train de kidnapper les talibés, on est en train de séquestrer les talibés et eux ils se prennent pour aller en grève. Dans quel monde on est? Chacun qui se lève dit que je vais en grève. On ne peut pas réclamer tout à la fois au gouvernement quand même. Il y a des limites quand même. Si aujourd'hui tel institut se lève pour faire la grève, l'autre se lève pour faire la grève. Mais quand est-ce qu'on va finir le Sénégal? Quand est-ce que le Sénégal va avancer? Quand même qu'ils arrêtent, qu'ils laissent le gouvernement un peu travailler aussi. Quant à Baba Kabor, il estime que les moniteurs des Daara sont parfaitement dans leurs droits, mais déplore aussi les conditions dures que vivent les talibés. Les gens doivent respecter leur engagement, donc on doit payer ces moniteurs-là, car ils sont dans leurs droits. Mais n'empêche, ce que je déplore également, c'est les mauvaises conditions qu'ils infligent aux talibés. Ces enfants innocents qu'on réveille très tôt le matin, qui ne connaissent absolument rien et qu'on laisse à la merci de la rue. Ce que je déplore un peu moins, peut-être xalé yu ndaw nga jël di leen wërlo ci mbedd bo ben heure bi wala fajar nga li yëkëti ay 6h du matin wala ay 5h du matin. Les moniteurs des écoles coraniques vont organiser un sit-in mardi prochain devant le ministère de l'Éducation. Si l'État ne satisfait pas leurs doléances, il n'écarte pas de lâcher les talibés dans les rues. En plus bref, le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres hier mercredi 6 juin au Palais de la République, entamant sa communication sur la consolidation du dialogue national autour de la gouvernance vertueuse, transparente de nos ressources naturelles et la conférence nationale sur le développement durable. Le chef de l'État salue la bonne tenue de la 3e édition de cette rencontre. Ainsi, il a salué la participation remarquable de tous les acteurs concernés, félicite le ministre de l'Environnement et du Développement durable et ses services pour le succès de ces assises ainsi que la pertinence des recommandations retenues.
Toujours, le président Macky Sall se rend à Charlevoix, Canada, ce jeudi pour prendre part au sommet du G7 sur invitation du Premier ministre canadien, a appris l'APS. Cette rencontre porte sur le thème conservation des océans et gestion durable des pêches. Dans un communiqué, la présidence sénégalaise souligne que le chef de l'État participe à cette rencontre en sa qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le président de la République sera de retour à Dakar ce dimanche. Vous écoutez la radio Espérance FM sur la 95.2. Tout autre chose dans ce journal, l'hivernage se profile à l'horizon et l'inquiétude s'installe déjà dans la banlieue dakaroise. Entre inondations, insalubrité et déplacement des populations, les habitants lancent un appel aux autorités afin qu'une solution soit trouvée avant l'arrivée de la pluie. Morphale a fait le tour de certains quartiers de la banlieue dakaroise. Reportage. Le beau temps après la pluie n'est pas une réalité chez les habitants de Thiaroye. Dans cette localité, pluie rime avec calvaire. Aux problèmes de santé et assainissement, la population de cette partie de Dakar rencontre d'énormes difficultés. Awasila, assise devant sa maison, nous étale le quotidien en période hivernale. Une fois la pluie installée, on ne peut plus vivre normalement car il est impossible de se déplacer. On passe tout notre temps à vider l'eau de nos maisons. Le plus difficile, c'est avec les moustiques et nos enfants qui jouent dans ces eaux sales, qui leur donnent des boutons. Et puis, c'est ici que tous les eaux se rassemblent. Difficile d'évoquer convenablement à ses occupations. Cet homme de teint clair explique. Lorsque je vais au travail, lorsque je descends, c'est inaccessible d'accéder là où j'habite parce qu'on barre toutes les routes, tu n'as pas là où tu passes. C'est vraiment désolant. Vous êtes obligé de passer sous les eaux pour accéder à votre domicile, sinon vous ne passerez pas. L'absence de lotissement et de caniveaux reste la seule et unique cause de ces inondations, nous dit. On veut bien que ces travaux entamés se terminent, mais je ne pense pas qu'ils finissent le travail à temps. Mais on espère quand même, d'après ce que les ouvriers ont dit. Non, il y a une absence totale des canalisations. Vous voyez, vous-même, vous pouvez constater qu'il y a des canalisations qui sont en train d'installer. Non loin de là, il existe certains quartiers qui se réjouissent de la réflexion faite à leur niveau avec le programme Promoville. Pour le moment, on a la conscience tranquille avec ces travaux qui viennent de se terminer à notre niveau. Vraiment, on est content. On n'aurait jamais espéré avoir des canaux ici à Thiaroye. Tout ce qu'on demande, c'est que ces canaux soient ouverts à temps. La saison des pluies ne fait pas le bonheur de tout le monde. Au niveau de la banlieue, certains quartiers ne partagent pas l'adage du beau temps après la pluie, qui selon eux est source de problèmes une fois celle-ci installée. Morphale, à quelques jours de la célébration de la fête de Korité, les esprits sont déjà tournés vers la confection des tenues traditionnelles. Un tour chez les vendeurs de tissus au marché Sandaga nous permet d'en savoir un peu plus. Notre reporter Bastien David a rendu visite aux marchands. Les artères de Sandaga s'animent avec difficulté en cette matinée qui débute dans la grisaille. Avenue Jean Jaurès, les vendeurs semblent désœuvrés. Un moment creux propice à un dialogue improvisé sur le climat des affaires et les tendances 2018 côté tissu. Bon, ici, Sandaga, c'est la tête. Le marché ne marche pas. On ne voit pas de clients qui achètent. On est resté là, on attend. Moi, je dis la vérité. Il n'y a pas un client. Là, il n'y a rien à Sandaga. On est là, on regarde. Il y a les marchés, il n'y a pas de clients, toi-même, tu vois. Il est tôt encore. Non, ici, il y en a des clients. Un peu plus loin, à l'angle de la rue Thiong, Mam Morlès, posté sur son tabouret, guette lui aussi le chaland. On est là et on attend des clients. Peut-être d'ici à 5 voire 3 jours de la fête, ça ira. Mais c'est le pays qui va mal, il n'y a pas d'argent. Les gens se décarcassent pour avoir quelque chose. Mais je pense que la situation va se décanter d'ici la Korité. Pour les tissus en vogue, on peut citer les basins, les super 100 et aussi les tissus fil à fil, qui sont très prisés par les hommes. Et c'est très joli. Surtout le fil à fil, ça marche. Chez les femmes, il y a les persapes, les brodés et les basins Getzner. Et ça marche aussi bien. Nous poussons notre route jusque dans les travées du centre commercial Touba Sandaga, où le tintamarre des machines à coudre ne faiblit pas. Pape Gay, le cœur à l'ouvrage, est enthousiaste à l'approche de la fête. Super ça en fil à fil. Il y a un nouveau Getzner qui est sorti là. Basin Beba. Ça aussi, ça marche bien quoi. Les gens aiment ça. Ciao Sahi. Oui. C'est le tissu à la mode. Il y a un leader qui fait cette danse-là, Ciao Sahi. Il s'appelle Ama Balé. C'est lui qui a sorti ce nom-là. Ça marche bien.
Parce que ici, là, c'est pour les événements, là, chacun avec sa sens. C'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne, tu dis Alhamdulillah. Si Dieu te donne pas, tu dis Alhamdulillah. Merci. Du courage. À la prochaine. L'actualité internationale sur la 95.2. Il est bien installé. Bonjour Bastien. Bonjour Suzanne. Au Mali, un nouveau candidat en lice pour le scrutin présidentiel de juillet prochain. Oui, parmi la vingtaine de candidats figure désormais le docteur Amadoune Touré. Cet ingénieur de formation a dirigé l'Union internationale pour les télécommunications pendant 16 ans. Et nous partons pour l'Afrique orientale au Kenya où 100 médecins cubains viennent d'arriver sur place. Les médecins cubains ont commencé à arriver au Kenya à l'invitation du ministère de la Santé. Le gouvernement affirme que les 100 médecins aideront à résoudre la pénurie de spécialistes dans le pays. Mais leur présence est contestée par le syndicat des médecins kenyans qui affirme qu'il y a encore des médecins kenyans formés à embaucher. Ils seront déployés à travers le pays, en particulier dans les zones difficiles d'accès où il y a peu de spécialistes. L'État paiera leur salaire tandis que le gouvernement local financera l'hébergement et le transport. Le gouvernement a su que les Cubains vont offrir un soutien spécialisé nécessaire et une formation à leurs homologues kenyans. Direction maintenant le nord du continent avec la Libye où une frappe de drone a visé hier un responsable de Daesh. Il s'agit d'Abou Muslim le Libyen, un chef de Daesh qui avait fui Sirte en 2016 pendant l'offensive des milices de Misrata. Il circulait à bord d'un 4x4 avec 3 autres personnes près de chez lui, à 35 km à l'ouest de la ville de Bani Walid. Tous les occupants du véhicule ont été tués. Africom, le commandement militaire états-unien pour l'Afrique, a annoncé que cette frappe est menée en coordination avec le gouvernement d'union nationale en Libye. Daesh avait fait de Sirte entre 2014 et 2016 sa capitale en Libye et avait commis des atrocités énormes contre les civils. Enfin, nous terminons sur une note positive avec l'hommage rendu à Paris par la diva Oumou Sangaré à son compatriote Mamadou Gassama. Oui, la chanteuse malienne est apparue sur scène avec ce nouvel héros en soulevant sa main sous un tonnerre. Les applaudissements du public venu assister au festival We Love Green qui s'est déroulé dans la capitale française. Bravo le Mali, toute l'humanité est fière de toi, tu as sauvé une vie innocente. Bravo Mamoudou, a déclaré Oumou Sangaré. On pouvait entendre le public scander en écho Gassama. Mamadou Gassama a attiré les regards du monde après avoir réalisé son acte héroïque en grimpant 4 étages pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide. C'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Bastien. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour Isidore. Bonjour Suzanne. Ouakam Stade de Mbour se rencontre 11 mois après le drame. 11 mois après leur dernière rencontre, l'US Ouakam et le Stade de Mbour vont se retrouver ce jeudi au stade Alassane Djigo de Pékin pour un match en retard comptant pour la 8e journée du championnat national. Cette retrouvaille sera placée sur le signe de la paix après que 8 morts ont été enregistrés suite au drame survenu le 15 juillet 2017 à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le Stade de Mbour. Depuis cette date, les deux formations ne s'étaient plus croisées, Suzanne. Match amical, l'Égypte n'y arrive pas sans Salah. Inhabituellement fébrile en défense et quasiment inoffensif, l'Égypte a achevé sa préparation au Mondial 2018 en chutant 3-0 face à la Belgique hier en amical. Sans leur star Mohamed Salah, toujours blessé, les Pharaons ne sont vraiment plus les mêmes. Finalistes de la CAN 2017, l'Égypte passait un véritable test face à la Belgique à 9 journées de son entrée en lice au Mondial 2018. Au vu de ce match, il faudra vraiment espérer pour les hommes d'Hector Coupé que Salah soit rétabli dès le 15 juin pour le premier match contre l'Uruguay. Et Golden State a une victoire du titre. Golden State a fait un grand pas vers un 3e titre de champion de NBA à 4 ans en s'imposant 110-102 hier sur le parquet de Cleveland. Les Warriors sacrés en 2015 et 2017 menaient 3-0 et peuvent remporter le titre dès vendredi s'ils s'imposent dans le match numéro 4 toujours à Cleveland. C'est tout pour la page sportive, Suzanne. Merci à vous Isidore. C'est la fin de cette édition. Tout de suite le rappel des titres. Au
Omar Pène, récemment désigné ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine, a reçu hier les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au menu de cette édition, vous avez suivi le reportage de Dominique Bénédicte Sagna sur les moniteurs des écoles coraniques qui menacent de lâcher les talibés dans la rue. L'hivernage se profile à l'horizon et l'inquiétude s'installe déjà dans la banlieue dakaroise. La page internationale de Bastien David et celle du sport d'Isidore Kabou ont mis un terme à cette édition qui vous a été présentée avec un immense plaisir par Suzanne Marisek et avec l'appui technique de Zakaria Ndiaye. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la 95.2.